Juste quelques mots, mais ça me fait un très très grand plaisir parce que je dirais c'est une chaire qui a un tout petit peu dépassé l'âge de la majorité. Je ne sais plus si c'est 21 ou si c'est 18 ans, mais en tout cas c'est 22 ans. Hein. Et c'est la deuxième chaire de l'ESSEC, créée par Gérard Viens, qui était professeur et qui reste un des professeurs qui intervient de temps en temps dans le domaine de l'économie de la santé. Je suis sûr que certains d'entre vous, quelques-uns s'en souviennent, hein, n'est-ce pas? Et je crois que c'était la preuve aussi de l'intérêt de l'ESSEC, à la fois pour un domaine qui, à l'époque, n'était pas le domaine des écoles de management. Nous étions vraiment la première école à avoir créé une chaire dans le domaine de l'économie de la santé. Et c'est aussi, je dirais, un exemple de l'intérêt de l'ESSEC pour tout ce qui est la responsabilité sociale, sociétale. C'est un grand mot bien à la mode en ce moment. Mais je pense qu'aujourd'hui, et on le voit bien, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, on voit que le domaine de la santé est devenu une préoccupation à la fois sur le plan national, mais sur le plan international tout autant, un véritable enjeu. Et je crois que la formation que vous avez dans le cadre particulièrement de cette chaire qui est sur l'économie de la santé, avec des aspects internationaux que Gérard connaît bien d'ailleurs, parce qu'il intervient assez fréquemment un petit peu partout dans le monde et en partenariat avec d'autres écoles. Je crois que c'est une chance de l'ESSEC de s'être positionné très tôt dans ce domaine, d'avoir construit une véritable expérience. Et quand je regarde tous les étudiants, enfin les diplômés de la chaire, puisque désormais vous êtes les futurs impétrants, donc dans quelques minutes vous serez diplômés de la chaire, je crois qu'aujourd'hui on peut se féliciter d'avoir plus de 600 anciens diplômés de la chaire au sein des diplômés de l'ESSEC. C'est une richesse extraordinaire et je suis très très heureuse de voir que cette chaire, avec l'aide de parrains sympathiques qui viennent nous parler aussi du domaine de la santé ce soir, continue tous les ans à s'enrichir de nouveaux talents et surtout à être toujours présent sur cet enjeu, je dirais, international. Donc bravo à tous ceux qui vont recevoir le diplôme de la chaire. Et merci à Gérard et merci à vous, Monsieur Monin, d'être avec nous ce soir. Plaisir. Merci beaucoup Françoise. Je passe tout de suite la parole à Jean Monin. Je l'ai déjà présenté une fois parce qu'il est venu aux Amphis de la Santé. J'ai un peu de honte à refaire la même plaisanterie, qui est de dire qu'il est pharmacien, ESSEC, et c'est comme ça qu'il est devenu General Manager d'Amgen. Absolument. Voilà. Donc vous voyez, vous n'avez qu'à suivre ses traces. Et il va effectivement vous expliquer comment il a fait. Écoutez-le bien, prenez bien note, et peut-être dans 10 ans ou 20 ans, vous serez General Manager, peut-être pas d'Amgen, mais d'un grand labo pharmaceutique. Pour moi, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être là et d'être le parrain de cette promotion. Je crois, vous citiez que c'était la 22e. Ça correspond exactement à la date à laquelle moi, je suis sorti du master de l'ESSEC en 91. Et je remercie encore Gérard de m'avoir proposé d'être parrain de cette promotion aujourd'hui. Le premier commentaire que je vais faire, c'est « Vous avez fait le bon choix ». Hein, j'allais pas dire le contraire, mais je le pense sincèrement. Pourquoi je le pense sincèrement? C'est parce que quand je me penche un peu sur mon parcours et ce que j'ai fait jusqu'à présent, au moment du bac, je n'avais pas bien compris qu'il fallait avoir plutôt un bon dossier pour entrer dans les écoles de commerce. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais plutôt j'avais des pharmaciens dans la famille, je vais faire pharma, mais avec l'idée derrière de me dire, j'aimerais bien récupérer le côté commercial ou en tout cas être dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai fait mes études de pharmacie. À l'issue de ces études, j'ai fait le master qui s'appelait à l'époque gestion marketing à l'ESSEC. Et ça m'a réellement ouvert les yeux sur ce qu'était l'industrie ou les possibilités qu'on avait. Parce que quand on sort de la chimie analytique, la chimie, il n'y avait pas que la chimie analytique, il y avait la pharmacognosie, les TP de reconnaissance de champignons et autres. Là, je parle aux pharmaciens, mais même pour les médecins, il y a d'autres. On est quand même très loin de la vie réelle de ce que pourrait être l'industrie.
Et je crois que cette année que j'avais passée sur le master avait grandement développé cette appétence, premièrement, pour les métiers du marketing, de la gestion et pour la gestion industrielle de façon générale. Et donc, si je brosse un peu mon parcours, hein, j'ai commencé en faisant, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais maintenant un VIE. Hein, donc, c'est en fait non, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. À l'époque, ça s'appelait VSNE, donc c'était à la place du service militaire, donc on était obligé de faire le service militaire. À la place de ça, on avait l'opportunité d'aller travailler dans une société française à l'étranger. Et j'avais eu la chance de rentrer à l'époque chez Ron Poulenc, en Australie, donc pendant 18 mois. Et j'engage vraiment les personnes à, si vous avez l'occasion au tout début de votre carrière, quand vous avez encore la mobilité qui vous le permet, de commencer avec une expérience à l'étranger ou d'y être extrêmement ouvert dès le départ. Ça veut dire que l'anglais, c'est quelque chose que vous avez vraisemblablement dans votre parcours, mais c'est absolument critique. Si vous n'avez pas le niveau, continuez à travailler l'anglais, parce que sans anglais, on ne va nulle part dans l'industrie. Hein. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Moi, je ne vais pas vous dire ça à vous qui êtes vraisemblablement des brillants linguistes et votre parcours a sûrement validé cette étape-là. Donc, commencé à l'étranger pendant 18 mois, et puis après j'étais revenu dans la même société, Ron Poulenc à l'époque en France, où j'ai commencé par des postes de chef de produit, voilà, du marketing, chef de produit, chef de gamme, direction marketing, et puis à un moment on se dit, voilà, le marketing c'est bien, mais je ne connais pas ce que sont les ventes. Et donc je suis passé aux ventes, je suis passé directeur régional pendant 2 ans sur le nord de la France, toujours dans le même laboratoire. Et puis après 2 ans, je suis passé directeur des ventes. Alors là, c'était l'époque des multi-réseaux gigantesques où j'avais 400 délégués, 40 directeurs régionaux. Enfin, je veux dire, c'était des grosses structures de vente. Et puis après, j'ai dit bon, ça y est, je suis prêt pour être. C'était le but ultime. Je disais, je voudrais être business unit directeur, donc c'est le poste au-dessus qui coiffe en général dans l'industrie pharmaceutique à la fois le marketing et les ventes. Et on m'a dit, Jean, c'est bien, mais ça serait pas mal que tu ailles voir ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est pas ailleurs dans une autre société, mais c'est ailleurs à l'étranger. Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé une carrière un peu plus internationale, où je suis parti business unit, mais en Espagne. Donc j'ai commencé Madrid, Barcelone, je suis resté 4-5 ans en Espagne. Après ça, j'ai postulé sur des postes de direction générale de filiales. Donc j'ai commencé par la Norvège, qui était un petit pays, hein, entre guillemets. Ça se mesure toujours de façon assez classique par le chiffre d'affaires et le nombre de personnes dont on a la responsabilité dans ces pays-là. Donc au début, c'était la Norvège, une centaine de personnes, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis je suis passé à la Belgique, après 2 ans, où là c'était un peu plus gros, il y avait 300 millions, il y avait 300 personnes. Et puis je suis parti pendant un peu plus de 2 ans en Australie, où je suis retourné en Australie, où là j'ai pris la filiale où il y avait un centre de production, il y avait j'allais dire quelque chose d'assez important en termes de nombre d'employés, près de 1000, il y avait près d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, des domaines thérapeutiques extrêmement variés. Et puis, ça faisait 10 ans que j'étais à l'étranger, marié, avec des enfants, etc. Mes enfants avaient quasiment jamais vécu en France, hein, parce qu'on est parti, ils devaient avoir 3-4 ans. Et donc, j'ai fait le choix à un moment de dire, je vais regarder s'il n'y a pas une opportunité en France. Et c'est comme ça que je suis revenu, après 20 ans de carrière dans un même groupe. Hein, c'était Ron Poulenc, après c'est passé Aventis, Sanofi Aventis, puis Sanofi, enfin tout ça c'est la même chose, où je suis revenu sur le poste de direction générale du laboratoire Amgen en France. Donc j'allais dire un parcours relativement classique. Je dis classique dans le sens que beaucoup des directeurs généraux dans les entreprises ont un parcours qui est passé par le côté commercial. Et donc le côté commercial, c'est marketing, vente. Quelques-uns passent par la finance, quelques-uns passent par d'autres voies qui sont aujourd'hui le market access ou des départements comme ça, mais le plus classique reste un parcours commercial. Et donc moi, j'allais dire que quelles sont les étapes clés dans cette progression ?
Et encore une fois, je ne sais pas si c'est ça qui vous intéresse ou c'est ça que vous voulez faire, mais moi, je ne peux vous apporter que mon expérience en la matière. Je crois que le plus important est de commencer à se faire connaître dans un groupe localement. Ce n'est pas, à l'inverse de ce que je vous ai dit au début en disant si vous avez l'occasion de faire un stage à l'étranger, allez-y, ça c'est très bien, mais je crois que c'est bien de se faire connaître dans une société pendant 4-5 ans en France, de bien travailler, de faire reconnaître sa valeur, et après, plutôt d'évoluer vers l'international. Pourquoi ? Ben, c'est très simple. Quand vous êtes dans un pays, vous êtes dans une société où voilà, vous travaillez au marketing, imaginons, vous êtes chef de produit, vous êtes 4 chefs de produit, il y a un chef de gamme. Voilà. Et puis après, il y a un directeur marketing. Quand vous allez à l'étranger, il y a autant de chefs de gamme et de directeurs marketing qu'il y a de pays. Et donc, je veux dire, votre capacité à évoluer dans l'organisation va être beaucoup plus forte à l'étranger au départ qu'elle ne pourrait l'être en France. Donc moi, je dis, je crois, et en y réfléchissant, je pense que je suis même parti un peu tard, parce que j'ai mis quasiment 10 ans à me décider à partir à l'étranger, ou 8-9 ans. Je dis, j'aurais pu le faire 2-3 ans avant, et je crois que ça aide dans l'évolution à justement saisir les opportunités à condition d'avoir toujours cette ouverture, pragmatisme et adaptabilité. Si vous n'aimez pas le changement, n'allez pas dans l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, c'est vraiment aujourd'hui un monde qui est en pleine mutation. Moi, je m'inscris un peu en opposition de dire c'est un secteur un peu déprimé. Ce n'est pas du tout un secteur déprimé. C'est un secteur déprimé parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de plans de restructuration, etc., qui touchent essentiellement les postes de visiteurs médicaux, parce qu'on a des modèles promotionnels qui ont évolué, où avant, on arrivait avec des grosses molécules qui sont des blockbusters, donc des produits qui font plus d'1 milliard de dollars au niveau mondial, et qui étaient promus très fortement avec une dizaine de réseaux, ou 5 réseaux, ou 3 réseaux, en fonction des laboratoires, auprès des médecins généralistes, etc. Donc il y a besoin de beaucoup de monde, et maintenant on se rend compte que c'est un modèle qui a touché sa fin. Ces molécules sont hors brevet, on n'a pas les remplaçants, on a déjà beaucoup de molécules qui sont extrêmement efficaces, et donc ça se restreint. Mais les possibilités au sein de l'industrie pharmaceutique, elles, pour moi, ne se restreignent pas. Au contraire, il y a l'émergence de plein de nouveaux métiers qui sont soit sur l'accès au marché, parce que c'est de plus en plus régulé, de plus en plus nécessiteux d'avoir des stratégies pour développer vos produits dans un certain nombre de domaines. Il y a les métiers du marketing qui sont un peu à réinventer, parce qu'on a quelque part un marketing un peu classique qui aujourd'hui n'est plus de mise. L'industrie a été assez lente à prendre le virage du digital, à prendre le virage des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement réglementé. C'est très difficile de prendre des initiatives à ce niveau-là. Et puis, finalement, on reste des industries qui ont des niveaux de marge qui sont assez bons et donc sur lesquels la capacité à se remettre en question est peut-être un peu moins forte que dans d'autres industries où si on ne bouge pas, on meurt. Nous, on a des cycles de vie qui sont beaucoup plus longs. On met 10 ans ou 11 ans à développer un médicament et à le mettre sur le marché. Mais après, on a ce médicament-là pendant 7, 8, 9, 10 ans, jusqu'à les 20 ans du brevet du produit. Donc voilà, j'allais dire un peu le cycle et les conseils que moi, je pourrais vous donner en tant que jeune diplômé pour gérer votre carrière. Je crois qu'il faut avoir à la fois des idées très claires sur qu'est-ce que vous voulez faire. Okay. Et si vous avez une ambition qui est plutôt d'être sur le côté médical, j'ai vu sur vos CV qu'il y avait des médecins, il y avait des biologistes, il y avait des agros, quelques ingénieurs, pas mal de pharmaciens. Donc forcément, il y a des niveaux de compétences et d'appétence pour certains domaines qui sont différents en fonction de ce que vous voulez faire. Mais je veux dire, il y a beaucoup, je crois, d'opportunités dans ces industries de la santé. Si je parle une minute d'Amgen, Amgen c'est quoi ? Amgen, c'est la société de référence en biotechnologie. Donc ça a été une petite start-up américaine, en Californie. Il y a
deux, trois tarés qui se sont dit, tiens, on va miser sur la biotechnologie. Ce n'est pas sur des produits. Ça veut dire, si on avance, si on comprend bien la physiopathologie des maladies, etc., on investit dans la biotechnologie, on va réussir à trouver des solutions et des médicaments pour les gens. Et donc, ils ont développé ça, et ils ont trouvé le gène de l'EPO, pour stimuler les globules rouges. Ils ont trouvé le gène pour la même chose pour les globules blancs, pour les plaquettes. Et puis, ils se sont développés, ils ont partagé les risques, etc. Et maintenant, c'est un laboratoire qui fait un peu plus de 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un peu plus de 16 ou 17 000 personnes au travers le monde. Ça reste beaucoup plus petit que des Pfizer, des Sanofi, des Glaxo, des Lilly, etc. Mais c'est la plus grosse compagnie de biotech qui est indépendante aujourd'hui et qui continue d'investir constamment dans l'innovation. On n'a pas beaucoup de produits, il y a une dizaine de produits, mais systématiquement, on est dans le breakthrough innovation, donc on essaie d'arriver avec des molécules nouvelles, pas copier ce que font les autres, mais d'essayer de rentrer dans la nouveauté. Donc voilà un peu le parcours. Je vais peut-être laisser le libre cours aux questions s'il y en a. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions taboues. Je voulais savoir si pendant votre parcours, vous êtes passé par le terrain. Oui. Alors, je suis passé sur le terrain en tant que directeur régional. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'industrie pharmaceutique, classiquement, on dit ça serait bien de faire un poste de visiteur médical. Clairement, ça vous ennuie, mais je pense qu'un certain nombre ont eu un. Mais c'est vachement important. Je trouve que c'est bien. Il faut y passer un moment ou un autre. Vous savez, moi, dans le parcours, j'ai été chef de produit, chef de gamme, directeur marketing. Et à un moment, je me dis, qu'est-ce que je fais? Business unit, je ne vais pas y arriver. VM, je n'avais pas tellement envie. Mais je suis redescendu un peu à le niveau directeur régional. Et donc, pendant 2 ans, je me suis occupé. J'avais le nord de la France, sur les hôpitaux, sur des produits de cancéro, d'oncologie. Et oui, je crois que ça fait une vraie différence. Et j'ai vendu cette différence après dans le parcours, parce que ça a permis d'avoir un poste plus important en vente après et de pouvoir accéder à le business unit et de pouvoir accéder au poste de general manager. Donc le côté terrain, oui, c'est quelque chose un peu rébarbatif, mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est que d'avoir à gérer les médecins, son matériel, les rendez-vous, on aura du mal à prendre la responsabilité à un moment ou à un autre de ces équipes-là. J'avais une question au sujet du contexte économique actuel en France et en particulier on a l'impression que les industries pharmaceutiques se portent quand même pas très bien en ce moment. Quelle est votre opinion sur cette morosité ambiante? Mais c'est ce que je dis, c'est que oui, il y a beaucoup de plans de restructuration. Moi-même, je suis en plein milieu d'un plan de restructuration, mais qui sont liés. Je ne vais pas parler d'Amgen, je vais plutôt parler des autres laboratoires. Beaucoup du fait de la réduction du nombre d'innovations qui arrivent sur le marché, 2, de la perte de brevets. Et donc, quand on perd les brevets, les génériques arrivent, etc. Et on perd une part significative de son chiffre d'affaires. Et du coup, le modèle promotionnel qu'on utilisait avant est plus le bon. Et donc, la réduction, vous verrez qu'à chaque fois, il y a 70% de la réduction qui se fait sur le terrain et une partie qui se fait au siège. Mais 80% de ce qui se fait au siège, c'est de la fonction support. C'est-à-dire, si vous avez moins de gens sur le terrain, vous avez besoin de moins de gens au siège. Des gens qui font l'administration des ventes, des gens qui font des suivis d'un tas de choses. Et donc, c'est quand même relié. Et donc, je dis que moi, pour des gens qui sont qualifiés comme vous, il n'y a pas de morosité dans l'industrie. Moi, je ne connais pas de gens qui ont votre formation et qui sont aujourd'hui au chômage. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile de trouver le premier poste, mais honnêtement, je n'en connais pas. Et moi, j'ai quand même beaucoup d'amis pharmaciens. Alors, on parle peut-être d'un temps avant, mais je n'en connais pas un qui n'a pas un emploi. Et ceux qui ont des doubles formations, j'en connais pas un qui n'a pas un emploi non plus à un moment. Des opportunités, il y en a. Les postes d'entrée qui sont souvent au marketing ou aux ventes, c'est des postes qui changent tout le temps. Et sur lesquels, nous, comme les autres laboratoires, on accueille des nouvelles recrues, on les forme. Et donc, oui, il y a de la compétition, il y a de la concurrence, mais il n'y a pas de... Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, moi, j'avais des commentaires à faire à ce sujet-là. L'état de l'industrie pharmaceutique, en fait, avant, elle se portait très, très, très bien. Et maintenant, elle se porte bien. Ouais. Parce que j'ai un mari qui travaille dans l'automobile... Et c'est pas du tout les mêmes conditions de travail. C'est pas les mêmes salaires, c'est pas les mêmes conditions de travail.
Donc moi, je connaissais mes aînés qui partaient à la Réunion avec les médecins, les épouses, etc. Alors à mon époque, on a arrêté d'emmener les épouses. Puis on allait un peu moins là que la Réunion. Mais malgré tout, c'est quand même un secteur... Mais je dis pas que c'est pas difficile. Hein. La difficulté est liée aussi au fait qu'il y ait beaucoup de plans de restructuration, de sauvegarde de l'emploi en ce moment. Et quand on a un plan de sauvegarde de l'emploi, on ne peut pas embaucher à l'extérieur. Légalement, parce qu'on ne peut pas dire en même temps on met 80 personnes dehors et de l'autre on dit on en recrute de l'extérieur. Donc ça rend la chose compliquée. Maintenant, je crois qu'il faut faire un peu de patience. N'hésitez pas à regarder à l'étranger les opportunités à l'étranger et contacter les boîtes. C'est les boîtes françaises qui font les VIE, c'est pas tellement sur les boîtes sur les autres, mais c'est des opportunités. Moi, dans tous les pays où j'ai été, en Norvège, en Belgique, en Australie, pour Sanofi, à chaque fois, j'avais entre 2 et 10 VIE. Parce que je trouve que c'est une opportunité fantastique pour mettre le pied dedans. Puis une fois que les gens vous connaissent dans la boîte, 70% des gens, 80% des gens, ils y restaient. Après, chacun gère son... Oui, je voulais poursuivre aussi sur le côté, le passage par le terrain. Alors effectivement, moi c'est pareil, on me disait va sur le terrain. Au début, je voulais pas y aller non plus. Expliquez que vous êtes... Oui, je suis ancienne, je suis une ancienne de l'ESSEC. Je suis ingénieure de formation et je suis ensuite rentrée à l'ESSEC en admission sur titre et j'ai le diplôme de la chaire santé. Et donc au départ, moi aussi on voulait m'envoyer sur le terrain, je voulais pas. Et puis mon premier poste de chef de produit a été supprimé pour des questions de budget, donc là j'ai plus eu le choix. On m'a dit bah écoute, on a un poste mais c'est du terrain. Et donc j'ai fait un poste de technico-commercial et c'est aussi des postes intéressants. C'est un peu plus intéressant que des postes de délégué de ville basiques. C'est des postes plus techniques et avec une double formation, c'est plus facile à avoir. Donc il y a ces postes de technico-commerciaux et des postes de MSL aussi. Donc Medical Science Liaison, quand on a une formation de pharmacien ou de médecin. Et ça, c'est des opportunités à saisir. Et ça, c'est très demandé dans l'industrie. Oui. Je veux dire, beaucoup d'industries ouvrent ces profils-là, pas seulement aux médecins, mais aussi aux pharmaciens ou aux gens qui ont bac plus 4 ou plus 5 en sciences. Et trouver des bonnes personnes qui font ce travail, qui peut même être localisé en région, c'est le principe, ce sont des médecins régionaux, c'est quelque chose qui est très demandé et qui est difficile à trouver. Voilà. Et donc ça paraît effectivement rébarbatif, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire en début de carrière, parce qu'en général on est beaucoup plus mobile géographiquement. Et puis on découvre la région et c'est au contact client, c'est irremplaçable. Enfin, effectivement, c'est une expérience qui est irremplaçable. Il faut vraiment le faire, même si ça paraît au départ difficile. Moi, j'ai découvert l'ouest de la France que je ne connaissais pas du tout et c'était génial. Il faut le faire et il faut y réussir. Il ne s'agit pas juste de faire, j'ai coché la case. Il faut bien le faire et réussir dans ce qu'on fait. Parce que quelqu'un qui fait ça et qui se retrouve dernier franc sur son truc, ça ne va pas intéresser l'employeur. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu hospitalier sur des médicaments très techniques. Et avec ça, j'ai connu la vie de l'hôpital, c'est-à-dire les équipes d'infirmières qui se relèvent. Il y a moi, je faisais les trois équipes pour les former sur les machines de 6h du mat à 11h du soir. Donc, il n'y a que là qu'on découvre les relations aussi entre infirmières et médecins. C'est tout un roman. Et pharmaciens. Et il faut naviguer entre tout ce petit monde-là. Et après, on comprend mieux toutes les sensibilités. Voilà. Et les stages sont des bonnes portes d'entrée aussi. Alors, c'est pas toujours facile de décrocher aussi un stage, mais si on se met à la place de l'employeur, quand on a à choisir après un poste de chef de produit junior entre quelqu'un qu'on connaît, qu'on a apprécié déjà pendant 6 mois en stage, et quelqu'un qui vient de l'extérieur à niveau de compétences égales, on prend la personne qu'on avait en stage. Bonsoir, donc je suis ESSEC Chaire Santé 2009 et je travaille aujourd'hui chez Sanofi à Singapour. Ouais, très bien. Donc je me rappelle de vous. En fait, ma question, quand vous donniez vos conseils sur la carrière, je me demandais, est-ce que ça s'applique de la même façon aujourd'hui à une jeune femme qui commence sa carrière dans l'industrie pharmaceutique et à un jeune homme? Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'évolution justement des femmes dans l'industrie pharmaceutique, sachant qu'il y en a beaucoup au départ, et que dans les postes comme les vôtres, il y en a encore peu? Ça prend un peu de temps de faire évoluer les mentalités sur le sujet, entre guillemets. Je prends référence de mon comité de direction, on est 8, j'ai 4 femmes, 4 hommes.
Donc on a toujours cette parité. Et pour commencer la carrière, que vous soyez un jeune homme ou une jeune femme, n'a strictement aucune importance. Enfin, je veux dire, je me suis même jamais posé la question sur une candidature de savoir si, en se disant est-ce que c'est un jeune homme ou une jeune femme que je vais accueillir dans l'entreprise. C'est pas du tout le débat. Après c'est de la volonté, de la clarté dans ce qu'on veut faire, dans son ambition, se donner les moyens de le faire et à chaque fois réussir dans les postes qu'on a. Je veux dire, s'il n'y a pas de réussite, il y a un moment, vous allez faire soit du latéral au mieux, ou enfin tout le monde ne peut pas toujours évoluer, mais pour répondre à votre question, oui, non, il n'y a pas de. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a vraiment aucune barrière à ce niveau-là. Mais en plus, si tu regardes les labos du LIR, en fait, les labos internationaux en France, le quota de femmes général manager est relativement important, me semble-t-il. Relativement, oui, il y en a. Oui, il y en a. Aujourd'hui, directeur général de Roche, c'était une femme. Pfizer, c'était une femme. Elle vient de changer, mais c'était une jeune femme aussi, Emmanuel Quiles. Ah, dans les tout là-haut. Ouais. D'accord. Ah, oui, on vous attend, Damien. Donc toi tu dis du terrain et donc du terrain du commercial et du marketing. Or pas mal d'ouvertures de postes aujourd'hui, si tu veux, sont plutôt et d'ailleurs dans la chaire, j'ai pas mal changé l'orientation de l'enseignement autour du market access, des questions de market access. Où là le terrain, tu vas me dire, il y a du terrain, c'est des institutions, mais c'est pas effectivement le président. Oui, mais il y a tous les nouveaux métiers de market access sur lesquels on va de plus en plus sur des demandes des autorités d'avoir des études en vie réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, on mettait un produit sur le marché sur base d'études cliniques faites sur entre 500 et 10 000 patients, ou 20 000 patients, etc. Et puis après, le produit, il est mis sur le marché, on l'a vendu en disant il a tel effet clinique. Voilà. Et maintenant, les autorités nous disent, vous êtes gentils, vous avez essayé sur 20 000, sur 200 000, prouvez-moi que vous avez le même effet que celui que vous aviez sur 20 000 avec une population qui est peut-être un peu plus sélectionnée ou suivie, drivée, etc. Donc on fait des études de vie réelle et pour ça on a besoin aussi de gens qui sont sur le terrain et qui vont recueillir ces données épidémiaux, qui vont aider à les analyser. Je veux dire, il y a aussi des postes terrain qui passent par le market access et je crois que ça c'est des vrais métiers. Les gens qui vont acquérir cette expertise dans le market access vont être des perles dans l'industrie dans quelques années. Ça, j'en suis fermement convaincu. Je vais parler plus du commercial parce que c'était plus mon parcours. J'ai aussi l'honnêteté de reconnaître que c'était sans doute plus facile de faire du commercial au départ parce qu'il y avait plus de réseaux, plus de marketing, plus de moyens, etc. que maintenant, ça réduit un peu. Néanmoins, ça reste des portes d'accès qui sont extrêmement porteuses dans l'industrie et sur lesquelles on continue, nous, à embaucher. Vous voyez, je demandais à ma RH avant de partir, parce que j'aimais bien, je me souviens, 20 ans en arrière, le parrain de notre promotion au CTA, j'avais bien aimé quand il avait commencé à parler de salaire. Alors, on dit, combien on gagne, il faut attendre. Donc j'ai demandé à ma RH avant de partir en disant, un pharmacien double cursus avec un master ou avec la chaire, etc. Quels sont les salaires d'entrée? Elle m'a dit en général c'est entre 35 et 40 euros. Voilà. Donc ça n'a pas tellement changé d'ailleurs depuis mon temps relatif parce que moi je me souviens j'ai dû rentrer à 31 je crois. À l'époque, il y a 20 ans. Donc là, on est plutôt sur entre 35 et 40, 38 en moyenne. Donc ça a évolué, mais pas tant que ça. Mais après, c'est aussi des industries qui payent relativement bien dans la mesure où il y a des parties dérivées du paiement qui sont sous forme de primes, à un moment de la voiture, le téléphone, des choses comme ça, des régimes de prévoyance, des participations dans les sociétés qui font que quand on accumule tout l'un derrière l'autre, ça donne quand même des situations assez confortables. Et puis après, bien évidemment, ça évolue. Et quand on regarde des niveaux de directeurs généraux de filiales, aujourd'hui, quand je regarde les salaires moyens, ça s'étale entre, 230 et 330. Ça dépend des laboratoires, ça dépend des compagnies, ça dépend des responsabilités.
Mais en général, c'est le range sur lequel fonctionnent aujourd'hui les directeurs généraux de filiales. En salaire de fixe. Après, vous avez... Bonjour. Donc, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que le marketing pharmaceutique est assez fermé pour les jeunes diplômés. Je prends par exemple le poste de chef de produit. Ouais. Il n'y a pas d'annonce, par exemple, pour les chefs de produits juniors, il n'y a pas tant que ça. Et pour les autres annonces, j'ai l'impression qu'ils demandent toujours 3 à 5 ans d'expérience. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que vous pouvez me confirmer? C'est pas faux. C'est une bonne réponse de Normand, ça. C'est pas faux, ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a suffisamment d'opportunités de tester les gens avant, au travers de stages, d'expériences dans l'entreprise, pour avoir à aller rechercher et passer une annonce pour un poste de chef de produit. Si vous allez à l'extérieur, vous cherchez plutôt quelqu'un avec expérience. Donc les premiers postes d'entrée dans l'industrie sont plutôt, je vois moi sur l'équipe marketing, il y a, j'allais dire, les 4 derniers chefs de produit, les 4 ont été stagiaires chez Amgen. Voilà. Et après, c'est des gens qui sont qui sont rentrés, qui sont passés sur le terrain, qui ont fait 2 ans d'expérience sur le terrain, qui reviennent en tant que chef de produit. Donc, il y a moins de besoin d'aller les chercher à l'extérieur, parce qu'on a déjà les ressources en interne, mais ce sont quand même des postes qui évoluent, qui changent, parce qu'on ne reste pas chef de produit sur un produit pendant X années. Au bout de 3 ans, on s'use, on a moins d'idées, etc. Puis on passe à autre chose. Et donc le poste se libère, et c'est des postes sur lesquels on peut re-rentrer. Donc oui, il y a peut-être un peu moins de postes disponibles, parce qu'il y a moins de moyens, moins de produits, etc. Mais le reste passe beaucoup par les stages au sein des sociétés. Bonjour, Fabien Morin, chef de produit chez AstraZeneca. Vous parliez de changer le modèle traditionnel vers plus de digital. Aujourd'hui, ça paraît compliqué de faire du digital au vu des contraintes réglementaires. Ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, en plus du fait que les prescripteurs ont plus d'iPhone dans leur poche, fait que l'industrie pharmaceutique rentrera plus facilement? Alors, c'est pas tellement à ce niveau-là. Alors, par entrée, il y a des jolies histoires d'AstraZeneca aux États-Unis sur le digital, sur un nouveau lancement de produit où effectivement on a tout misé sur le digital et ça n'a pas marché parce qu'on ne peut pas. La réponse, elle est là. On ne peut pas tout faire par le digital. Le digital n'est qu'une façon, un moyen complémentaire d'accéder aux médecins. Mais quand on dit digital, ça veut dire qu'avant, on avait une interaction qui était uniquement médecin-prescripteur. Je résume, enfin, c'était un peu ça. Maintenant, on a non seulement le visiteur, mais on a le visiteur, on a le CAM, qui est Account Manager, on a des gens qui peuvent éventuellement travailler au Market Access, il y a les directeurs régionaux, et en face, on a l'ARS, on a le directeur de l'hôpital, on a le chef de pôle, on a le médecin, on a le pharmacien. Je veux dire, on a quand même énormément, et toute la partie patient qui prend de plus en plus d'importance. Donc, quelle est la stratégie de la société? Est-ce que vous voulez améliorer votre interaction avec les patients, regagner la confiance des patients sur l'information que vous pouvez leur donner? Mais ça, vous n'avez pas visité les patients, vous ne pouvez pas. Mais ça veut dire qu'il faut investir dans les moyens digitaux, soit sous forme de blogs, de réseaux sociaux, soit sous forme d'informations bien organisées avec des liens sur les sites des autorités de santé pour donner la crédibilité de ce que vous dites. C'est donner aussi la possibilité de faire de la promotion au travers d'outils qui ne sont plus des aides de visite, c'est les iPads, etc. Mais pour moi, la stratégie digitale, ce n'est pas des outils. C'est simplement qu'est-ce qu'on veut faire avec les moyens qui sont aujourd'hui à notre disposition. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes malade, vous avez quoi que ce soit, vos parents le sont, la première chose qu'ils font, on va regarder sur Internet. Et nous, on est où? Je veux dire, soit on est quelque part comme un interlocuteur valable qui peut amener des informations aux patients, et je ne parle pas de faire la promotion des produits, c'est, vous avez une maladie, vous avez un myélome, qu'est-ce que c'est que le myélome, les informations, la démarche à suivre, c'est ça. Bon. Et pour tout ça, il faut utiliser les nouvelles technologies. Et donc, la visite face-face avec le médecin, avec un aide de visite comme on la faisait il y a 15 ans, comme je l'ai connu quand j'étais jeune chef de produit, vraisemblablement, elle est différente aujourd'hui. Bien. On va peut-être
passer à la remise des diplômes. En fait, l'idée derrière ça, c'est qu'avec ce diplôme, d'un seul coup, c'est un coup de baguette magique. Un emploi rapidement, n'est-ce pas? C'est sûr. Là, vous n'étiez pas encore diplômé. On comprend votre anxiété, votre angoisse, mais miraculeusement, ça va bien se passer. Mais juste en deux mots, parce que Jean a déjà dit des choses que je crois que je vous aurais dit aussi. Oui, c'est un peu morose la pharma, surtout sur les marchés matures. C'est un peu morose. Oui, c'est vrai que depuis que moi je suis arrivé à l'ESSEC en fait en 2007 et aujourd'hui je vois un changement en 6 ans. J'ai vu un changement majeur dans la facilité que les étudiants de la chaire avaient à trouver un premier emploi, c'est clair. Je vois bien que vous pataugez, vous allez à gauche, à droite, vous faites, alors on peut regarder le côté positif de cette affaire-là, c'est que vous faites l'expérience de la mobilité, mais sauf si les anciens étudiants de la chaire ne se manifestent pas, j'ai pas entendu parler de gens qui ne soient pas arrivés finalement à trouver un poste, un boulot, un CDI, dans lesquels ils sont bien. Dans pas mal de cas, c'est pas dans la pharma en réalité. Ils sont sortis de la pharma, ils sont éventuellement passés dans le dispositif médical, dans le conseil, dans l'e-com, mais ils ont réussi à trouver quelque chose qui leur plaît. Alors, il y a Fabien qui est là, il m'a dit tout à l'heure, je suis heureux, je m'éclate. Donc c'est vraiment témoignage effectivement que c'est possible. Donc je pense qu'il faut là-dessus, il faut là-dessus que vous soyez pas trop pessimiste. Et en fait, ce qui me plaît chez vous, c'est que vous ne l'êtes pas du tout. Alors que vous connaissez cette réalité et que vous ne l'êtes pas du tout. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, je crois que ce qui est important, vous avez d'excellentes formations de base. Maintenant, vous avez une double formation. Vous avez une formation scientifique. Bon, on vous a un peu broyé le crâne en pharmacie, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? On ne vous a pas forcément appris à réfléchir, on vous a dit d'apprendre des trucs par cœur, etc. En médecine, c'est un peu pareil. Vous êtes venu à l'ESSEC justement pour vous ouvrir un peu les horizons. Mais dans les deux cas, ce que je veux dire, c'est une excellente formation. Ce qui est important dans votre travail, et ce que j'espère que vous avez reçu à l'ESSEC dans les différents cours que vous avez suivis, y compris ceux de la chaire, c'est de continuellement garder à l'esprit de votre capacité d'analyse, votre qualité d'analyse, et quand même ne jamais... ne jamais rester de façon permanente au fond sur des idées toutes faites. C'est-à-dire, il faut remettre en question ce que vous faites tout le temps, d'une part, et aussi il faut remettre en question ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit n'est pas toujours la vérité. Et c'est pas que c'est pas toujours la vérité, mais ça peut être la vérité à un moment donné, mais en tout cas, dans un monde qui change extrêmement rapidement, la capacité d'interpellation effectivement de ce monde que vous avez, un, parce que vous êtes jeune, deux, parce que vous êtes intelligent, il faut la garder. Donc c'est le conseil que je voudrais vous donner. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire vous êtes aussi dans une industrie, et je dis ça tous les ans, alors les anciens doivent commencer à en avoir marre, mais vous êtes dans une industrie science-based. La leçon d'une industrie science-based, c'est que les faits comptent. Donc ne faites pas des choses qui vont à l'encontre de faits établi. Alors il y a toujours de l'incertitude dans les faits, mais ne faites pas des choses sans vérifier les faits qu'on vous présente. C'est très important de garder cet esprit critique. Et vous vous ferez remarquer par votre capacité effectivement d'interpellation effectivement des faits et d'interprétation et d'analyse des faits dans votre carrière. Et ça, je suis sûr que vous savez tous le faire.